Michel Curie a connu 1000 vies. Après 15 ans consacrés à l'autre, il change 12 fois de métier, crée plusieurs entreprises, maintenant plus de 300 personnes. Et un jour, commence la décharge de leur part. Le burn-out, faillite, dette, problème de santé. Et il passe même de PDG à serveur dans un restaurant. Et aujourd'hui, il gère un pressing avec sa maman, écrit, donne des conférences, inspire près de 200 000 personnes sur LinkedIn. Donc Michel, un an après avoir créé la société dans laquelle tu avais embauché environ 30 personnes, tu as connu le burn-out et la faillite. Mais que s'est-il passé? Alors déjà, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Et oui, j'ai vécu un burn-out d'entrepreneur, qu'on n'en parle pas souvent, mais ça arrive très souvent malheureusement. En fait, j'ai créé une société où j'avais beaucoup d'ambition. J'étais très amoureux de l'argent, je voulais devenir riche, je voulais avoir des belles voitures, des belles maisons, et je ne pensais qu'aux résultats. Et malheureusement, un an après, je me suis oublié. J'ai oublié de vivre en fait tout simplement, et je suis rentré dans le monde du travail où je pensais matin, midi, soir au travail. Et à un moment, j'ai eu un coup de fatigue. Et ce coup de fatigue, au lieu de me prévenir que je commençais à pas être bien, j'y ai pas fait attention. Et j'ai commencé à devenir un peu moins performant au travail. Je commençais à devenir énervé, que ce soit au travail ou dans ma propre famille. J'ai commencé à avoir tous ces symptômes. Et je commençais à avoir la boule au ventre avant d'aller au travail. Donc je préfère bien rappeler tous ces éléments pour donner des signaux d'avertissement à toutes les personnes qui travaillent ou qui sont entrepreneurs. Attention, quand ces symptômes arrivent, il faut se poser les bonnes questions. Et malheureusement, mon entreprise, du fait que moi j'étais défaillant, s'est écroulée. J'ai dû passer en dépôt de bilan, faire une faillite. Et ça m'a travaillé, j'étais déçu. Et je suis tombé malade gravement. C'est-à-dire? J'ai eu une lésion au cerveau, voilà, qui s'est manifestée un peu comme un symptôme d'un AVC en fait, et on appelle ça une crise d'épilepsie partielle. Et j'ai failli perdre l'usage de la parole, j'ai failli perdre plein de choses. Je parle 3 langues, j'arrivais à en parler qu'une. Voilà, j'ai perdu quelques signaux, et au bout d'un an, j'ai été guéri. Et pendant cette année de guérison, je suis redevenu serveur dans un restaurant et j'ai réappris ce que c'était le travail. Et alors, tu disais, il faut se poser les bonnes questions. Mais alors, quelles sont les bonnes questions? En fait, ce qu'il faut se poser comme question quand on travaille ou quand on est chef d'entreprise, c'est où on veut aller. Qu'est-ce qu'on veut? Et il faut établir un bon équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Il ne faut pas s'oublier. On travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler. Et c'est l'erreur que moi j'ai faite. Et aujourd'hui, ma situation actuelle, professionnelle, je fais ce que je peux parce que je ne suis qu'un être humain. Je ne peux pas faire plus que ce que je peux faire. Et si je veux faire plus, il faut que je sache m'entourer, trouver les personnes qui peuvent m'aider. Mais si je ne peux pas les trouver, je fais ce que je peux. Voilà, en gros, ces signaux. Après, il y a des signaux dans le burn-out où il faut faire la fatigue, l'énervement, les symptômes physiques. On peut avoir des maux de tête, des maux de dos. On peut être très triste, être moins performant au travail. Tout ça, dans son ensemble, sont des vrais signes d'arrivée d'un burn-out. Et justement, tu dis que donc, tu as eu de graves problèmes de santé suite à cette période de vie. Ton fils également a connu une petite situation de handicap. Oui, une petite? Non, pas du tout. En fait, moi, je suis quelqu'un, c'est ou tout ou rien. Pendant cette période de burn-out et d'entreprise, j'ai eu le premier plus beau jour de ma vie. C'était la naissance de mon fils. Et il est né avec les pieds beaux. C'est une pathologie, en fait, pour comment l'expliquer, sans photo, mais c'est les pieds, c'est un handicap à la naissance, qui se voit très souvent au 5e mois de grossesse, et dès l'accouchement, dès le premier jour, on lui met des attelles et on le masse avec des opérations qui suivent et de la kiné. Moi, j'habite sur la région de Montpellier, et à Palavas-les-Flots, une petite ville où il y a la plage, il y a un centre qui a inventé cette rééducation. Donc c'était plus facile pour moi. Du coup, aujourd'hui, il est guéri, il joue au foot et tout va bien. Mais voilà, j'ai vécu tout ça en même temps, donc c'était pas... Génial. Voilà, c'était pas génial. Mais justement, quel est aujourd'hui ton rapport à la vulnérabilité? La vulnérabilité Alors, je pense que nous sommes tous vulnérables.
Personne n'est à l'abri. Non. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est comprendre que y a des personnes qui sont plus vulnérables que nous et que c'est à nous, en fait, de les tirer vers le haut. D'accord, mais justement, comment vous faites pour rebondir justement quand on traverse une période d'extrême vulnérabilité où tout nous tombe un peu en même temps et où on a le sentiment que personne vraiment ne nous aide, ne peut nous comprendre et tout ça. Alors, c'est vrai que quand on a ce genre de problème, on a tendance à se renfermer. Alors moi, je suis très très proche de ma maman qui m'a aidé sans m'aider, mais sa présence me suffisait. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir quelqu'un de son entourage qui peut l'aider. Moi, je dis tout simplement que dans ces phases-là, il ne faut pas rester seul. Il faut parler. Il faut aller voir des gens, il faut communiquer, que ce soit des spécialistes en médecine, des psychologues ou quelqu'un de la famille ou un ami, il faut aller voir. Et je dis aux autres qui écoutent, écoutez ce genre de personnes qui ont des problèmes. Parce que si on n'écoute pas ou si on ne parle pas, c'est là où ça va empirer. Et pour s'en sortir, c'est très difficile. Mais après, je pense que chacun d'entre nous a la force en soi pour trouver son chemin pour arriver à se sortir de son problème. Et d'ailleurs, est-ce que tu arriverais à identifier, parce que tu as fait carrière humanitaire, une raison pour laquelle les personnes sont mal à l'aise face à la galère de quelqu'un d'autre, une personne sur domicile fixe, une personne réfugiée, une personne au chômage, une personne en situation de handicap? Alors, beaucoup de personnes vont penser que si les personnes n'aident pas, c'est parce qu'elles sont égoïstes. Mais je ne pense pas que ce soit de l'égoïsme, je pense que c'est le manque d'information. Aujourd'hui, en France, tu as 10 millions de pauvres. D'accord. Tu as 2 millions de travailleurs pauvres. Ça veut dire des gens qui vont le matin, ils partent le matin, ils reviennent le soir, et ils n'arrivent pas à la fin du mois à vivre correctement. Tu as plus de 300 000 SDF. Des gens qui dorment dans la rue tous les soirs. Aujourd'hui, je suis sur Paris. Ça m'a choqué encore un peu plus que sur Montpellier de voir des gens dans la rue qui dorment dans des sacs de couchage avec ce froid. On voit tout ça. Il y a d'autres aussi problématiques. Beaucoup de personnes vont penser que ces gens-là, c'est de leur faute s'ils sont dans cette situation ou qu'ils ont choisi cette situation. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'humanitaire. Je peux te dire que tout le monde peut se retrouver dans cette situation. Personne n'est à l'abri. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans ce genre de situation, c'est à cause d'un événement précis. Perte de boulot, perte de logement, divorce, sortie de prison, ce genre de choses qui fait qu'à un moment, on se retrouve dans une situation compliquée. Donc, il y a un événement qui arrive. Et après, chacun le gère de la manière dont il peut. Et on en revient tout à l'heure aux personnes qui aident, qui n'écoutent pas. On est dans un pays qui est la France, c'est un super pays pour aider, mais on agit toujours dans l'urgence. On n'agit pas dans l'anticipation. Comment faire pour qu'une personne ne se retrouve pas dans la rue? Mais par contre, on est très fort pour aller servir un café, proposer une place en centre d'hébergement, ce genre de choses concernant les SDF. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont plutôt peur de ce genre de situation où c'est de l'indifférence, où le manque d'information, on ne connaît pas la situation réelle de ces personnes et on a toujours tendance à les rendre responsables de leur situation. Et justement, tu soutiens à titre personnel énormément les chômeurs. Donc, quand tu as envie de leur transmettre un message, pourquoi fais-tu ça? Alors, c'est vrai que j'ai commencé sur LinkedIn il y a un an, où je passais d'un message positif dans un premier temps aux personnes qui recherchent un emploi, parce que, je vais être honnête avec toi, j'ai tellement galéré, moi, quand j'étais plus jeune pour trouver un emploi, et j'aimais bien quand il y avait des gens qui me disaient « T'inquiète pas, tu vas trouver, tu vas réussir ». Donc j'ai décidé de l'apporter en masse sur les réseaux sociaux et sur ce réseau-là. J'ai envie de leur dire aux personnes qui sont en recherche d'emploi, que ce soit pour des stages, des alternances ou des reconversions, vous allez réussir à un moment à trouver un emploi. Vous allez échouer, ça va vous entraîner et à un moment, à un autre, vous allez obtenir votre emploi. Ce qu'il faut, c'est patienter, travailler, s'améliorer et à un moment, à un autre, vous allez réussir. D'accord, donc tu as une très belle définition de l'échec. J'adorerais que tu la partages. J'en parlais ce matin avec un ami. Il me dit,
je crois que le plus dur aujourd'hui, ce n'est pas de réussir. Le plus dur aujourd'hui, c'est de rester dans la réussite. Et pour arriver à la réussite, on ne peut pas y arriver du premier coup. On peut avoir de la chance pour certaines personnes, mais on va échouer. Et c'est chaque étape de notre parcours dans la réussite, ces étapes-là, je les appelle des échecs. Et à un moment, on arrive dans la réussite. Et donc, on s'est entraîné pour réussir. On réussit. Maintenant, il faut rester dans cette phase-là pour pas retomber. Et si on retombe, c'est pas grave, on va se relever. Et c'est pour ça que je résume toujours en disant que l'échec, c'est de l'entraînement. Oui, merci beaucoup. Et donc, toi qui as managé 300 personnes, quel regard portes-tu sur l'emploi des personnes en situation de handicap? Alors, je suis assez dur sur ce sujet-là parce que je ne conçois pas qu'un être humain soit mis à l'écart ou exclu de la société. Quand je dis exclu de la société, ça veut dire pour un emploi ou autre chose, parce qu'il a un handicap. Et même certains vont dire parce qu'il est différent. Moi, je pense qu'on est tous uniques. Nous avons tous ou un problème, des avantages, des défauts, ce genre de choses. Et je ne conçois pas qu'on mette à l'écart un être humain parce qu'il a un handicap. Et je n'arrive pas, c'est un combat que j'ai sur la lutte contre les discriminations depuis que je suis enfant. Je n'arrive pas à être gentil avec les personnes qui excusent, les personnes qui ont un handicap, ou un problème de couleur, ou de religion, qui ont des stéréotypes. Je ne supporte pas ça. Donc je crois que vraiment, ce qu'il faut, c'est ramener l'humain au cœur de tous les processus professionnels et de rappeler qu'une personne qui a un handicap, ben c'est un être humain comme toi. Il n'est pas différent, et comme disait ton invité juste avant. L'essentiel dans le monde de l'entreprise, c'est les compétences, c'est le savoir-faire et le savoir-être. Tout le reste, l'apparence, ben on s'en fiche en fait. Et par rapport aux personnes qui réussissent, quel message as-tu envie de leur transmettre? Aux personnes qui réussissent, oui. Juste, on va le faire rapidement, c'est quand vous êtes en haut, oui. N'oubliez pas ceux qui sont en bas. De temps en temps, vous prenez une corde, vous la lancez, et vous les ramenez avec vous un petit peu en haut. Parce qu'il ne faut pas oublier que si vous êtes en haut, vous pouvez retomber avec eux. D'accord. Et concrètement, comment on peut te faire? Déjà, il y a les réseaux sociaux. Ceux qui réussissent, ils peuvent apporter leur savoir-faire. Comment j'ai réussi? En partageant leurs échecs, leurs contraintes, leurs difficultés. Je crois qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on voit beaucoup de gens qui partagent leur réussite. Mais moi, je voudrais voir plus de gens qui partagent leurs échecs, notamment ceux qui ont réussi, pour nous montrer en fait le chemin qu'ils ont pris. Et quand ils vont nous montrer ce chemin, ça va nous rapporter deux choses. On va essayer de ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux. Et si on les a faites, se dire, si on a fait pareil que lui, finalement on peut réussir comme lui. Merci beaucoup Michel pour ces jolis partages. Merci à toi. Et d'ailleurs, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un joli moment. Et à très bientôt pour la suite.